Bonjour à tous, alors la vidéo d'aujourd'hui ne traitera plus sur le confinement, mais sur le déconfinement, puisque là je l'enregistre à quelques jours de cette fameuse date butoir du 11 mai, qui sera celle du déconfinement. Et je voulais en profiter pour faire un petit peu le retour sur tout ce qui s'est passé, et le retour même sur plusieurs années, parce que ça fait déjà euh, quelques années que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et pourquoi je parle de ça maintenant? C'est parce que j'ai revu certaines anciennes vidéos et je voulais revoir sur tout ce que j'ai dit pour montrer, commencer par là déjà, montrer que tout ce que j'avais dit, alors il y a des choses qui ne se sont pas forcément réalisées. C'est vrai que je fais beaucoup de prospectives, de prévisions, pas de prédictions, oui, parce que les prédictions, ça c'est pour voilà, les voyants, les trucs comme ça, je suis pas du tout dans ce délire-là, hein. Mais moi, c'est plutôt la prévision, la prospective, c'est-à-dire essayer d'anticiper l'avenir, essayer d'anticiper les événements. Et c'est vrai que je vois que plus le temps passe, et plus on va dire, mes prévisions s'affinent et deviennent de plus en plus vraies, c'est-à-dire se vérifient. Et là, j'ai pu le voir par rapport au début de cette épidémie et à la fin. Alors évidemment, je n'ai pas, à aucun moment, j'avais prédit qu'il allait y avoir une pandémie. Ça, bah, je ne l'avais pas prédit simplement parce que c'est pas mon domaine de prédilection. C'est pas le domaine auquel je m'intéressais le plus avant. Je me suis beaucoup intéressé depuis le début de cette pandémie, mais avant, je ne m'intéressais pas à ce domaine-là et du coup, j'avais pas les outils nécessaires pour la voir venir. Je pense que j'aurais pu la voir venir si je m'étais déjà intéressé au sujet avant. Or, c'était pas le cas. Je m'étais intéressé à beaucoup d'autres sujets, mais pas celui-ci. Euh, Par contre, dès le moment où j'ai commencé à m'intéresser, j'ai pu rapidement voir effectivement ce qui allait venir en le mettant en lien avec l'actualité politique et puis en le mettant en lien aussi avec toujours l'analyse dialectique. Ce qui montre que la dialectique est un outil efficace parce que plus je l'utilise et plus mes prévisions, pardon, je vais avoir du mal, se révèlent tout simplement réelles. Voilà. Alors je reviens sur quelques prévisions un petit peu anciennes que j'avais faites. J'avais fait une vidéo très intéressante fin 2017. Fin 2017, où j'annonçais des choses pour 2018. Bon, j'avais un petit peu d'avance, on va dire. Parce que qu'est-ce que j'avais annoncé d'intéressant dans cette vidéo? Déjà, j'avais annoncé une baisse du prix du pétrole. Voilà. Or, on est en plein dedans, le pétrole a chuté, et effectivement, les prix à la pompe ont baissé considérablement. Et donc ça c'est des choses que j'avais prédit. Alors j'avais prédit, pour moi, c'était pas à cause d'une pandémie, c'était plutôt à cause du passage à l'électrique. Je pensais qu'effectivement, en 2018, on allait commencer à passer massivement à l'électrique, et je me suis dit qu'au fil du temps, on allait voir effectivement une baisse du pétrole, parce qu'il y allait y avoir une baisse simplement de la demande. Il y allait toujours avoir une certaine offre, mais une baisse de la demande. Et puis après, à terme, il y aura aussi une baisse de l'offre. Mais je pensais que ça commencerait par une baisse de la demande. Donc, un simple mécanisme économique qui aurait fait baisser le prix du pétrole, mais finalement, c'est pas ça, c'est plutôt une épidémie qui l'a fait baisser soudainement. Ce qui prouve qu'effectivement, si on a une baisse de la demande structurelle, c'est-à-dire sur un temps long, on aura forcément une baisse des prix sur le temps long aussi. Là, ça s'est fait de manière ponctuelle à cause de cette épidémie, mais ça prouve que ça pourra se faire de manière plus, plus, plus durable. Voilà. Ensuite, j'avais quelque part prédit le mouvement des Gilets jaunes dans cette même vidéo parce que j'avais annoncé qu'il allait avoir une grosse mobilisation, une forme de mobilisation importante. Donc j'avais prédit que j'avais dit que ça allait exploser, hein. Voilà, donc j'avais pas exactement dit que c'était sous la forme de Gilets jaunes, mais en tout cas je sentais le truc venir. Sachant que le mouvement des Gilets jaunes existait déjà depuis 2014, j'ai participé à des manifestations en 2014 hein, de Gilets jaunes. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Et, euh, et d'ailleurs, dans cette même élection, je parlais de Trump. Je disais que Trump était un président qui allait apporter la paix. Effectivement, il arrive à la fin de son mandat. Cette année, il terminera son mandat fin 2020, son premier mandat. Et effectivement, il n'a déclenché aucune guerre. Il y a eu quelques bombardements à droite à gauche, hein. Il a fait une fois un raid en Syrie et un raid en Iran pour tuer le général, là. Mais je veux dire, ces deux raids-là, ils sont politiques, ils sont presque diplomatiques. C'est-à-dire que voilà, c'est une forme de concession qu'il a faite, mais à aucun moment il n'a déclenché une guerre contre un pays. Au contraire, il a réduit le nombre de troupes qui étaient déjà présentes dans les pays dans lesquels ses prédécesseurs avaient déclenché des guerres, notamment George Bush. Hein, il a réduit il a fait rentrer beaucoup de troupes à la maison, ce qui fait, et d'ailleurs, il a fait quand même quelque chose d'historique, qui est la paix avec la Corée du Nord.
ce qui n'était pas arrivé depuis les années 50. Je vous rappelle que la paix n'avait jamais été signée encore entre la Corée du Nord et les États-Unis, hein. Ils étaient encore officiellement en guerre, hein. Il y avait une situation de trêve depuis 1953. Il y avait un cessez-le-feu, il y avait une fin des combats, mais la paix n'avait pas officiellement été actée. Là, on peut dire qu'elle est actée de fait par cette poignée de main entre Trump, et d'ailleurs cette visite, hein, très forte symboliquement, mais qui a été minimisée par les médias en France, même par les médias mondiaux, même aux États-Unis d'ailleurs. Voilà. Et j'avais prédit l'effondrement de l'Europe, hein. Bah, d'ailleurs, on a vu tout ce qui a suivi derrière, hein. Voilà. Moi, il y avait quand même eu le Brexit avant, hein. Mais j'avais parlé d'effondrement de l'Europe qui pour moi était inéluctable. Et on voit que maintenant, avec cette crise du coronavirus, l'Union européenne, en tout cas, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais au-delà, il y aura un effondrement de l'Europe en tant que civilisation, hein. On va le voir, hein. L'Europe est plus que jamais affaiblie, hein. On voit que c'est le continent qui a le plus souffert, hein, du coronavirus, hein. Bien plus que les Asiatiques, hein. Ça, c'était pour les prévisions un petit peu anciennes que j'ai faites. Il y en a d'autres, hein, j'ai plus en tête, j'ai plus tout noté. Mais là, je vais revenir surtout sur les prédictions récentes, c'est-à-dire depuis le début de cette épidémie. Pour revenir au sujet de l'épidémie de Covid-19, je vois, et d'un côté, je me réjouis, bon, je me réjouis à moitié parce que c'est quand même pas des nouvelles réjouissantes, mais je suis content de voir que j'ai été un des premiers à dire ce que commence à dire de plus en plus de monde aujourd'hui, donc sur les réseaux sociaux, sur Internet, bien plus qu'à la télé évidemment, c'est-à-dire à savoir que le confinement ne servait à rien. J'ai commencé à le dire avant même le début du confinement. J'étais le premier à dire que ça ne servait à rien, que c'était une mesure inefficace. Et j'étais un peu seul à le dire à l'époque. Je passais pour un fou. Aux côtés de mes proches, il y a des gens qui sont fâchés avec moi, qui ne me parlent plus, parce que j'ai dit, pour eux, j'étais un assassin, quoi. Voilà. Or, je vois que de plus en plus de monde me donne raison, y compris en plus haut lieu. Il y a même des gouvernements maintenant qui reviennent et qui disent eux-mêmes, qui reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont eu tort de confiner. C'est pas le cas en France encore, mais dans certains, notamment au Canada, par exemple. Voilà. Euh, Pareil, ce que j'ai dit sur les masques, j'ai fait une vidéo, j'ai intitulé ça le jackpot des masques. Or, on voit aujourd'hui que les masques sont vendus à un certain prix, ils sont vendus dans les supermarchés. Hein, dès la fin du confinement, on peut pouvoir acheter des masques en masse. Bah, dès maintenant, déjà, on peut en acheter au supermarché, à des prix quand même assez élevés, hein. Et effectivement, j'ai dit que c'était un jackpot parce que non seulement l'État allait prélever de la TVA dessus, mais en plus, on a, euh, on a voilà, des fabricants, des détaillants, etc., qui font du fric. Il y a tout un nouveau business, c'est ce que j'ai dit, c'est un nouveau segment de marché qui s'est créé autour des masques. Et effectivement, on voit que ça se vérifie. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça devient même un accessoire de mode au même titre que des sacs ou des accessoires voilà, divers. Il y a des grandes marques d'ailleurs qui s'en sont emparées. Donc encore une fois, j'avais raison sur tout ce cinéma qu'on a fait autour des masques, qui effectivement a servi à créer des nouveaux segments de marché. Donc cette épidémie, elle arrive à pic pour créer ces nouveaux segments de marché. Et là on parle que des masques, mais il y a encore d'autres choses, hein. Il va y avoir le gel hydroalcoolique, il va y avoir les vaccins aussi à terme, et peut-être d'autres choses qui vont venir se greffer à cela. Mais c'est déjà, rien que les masques, déjà, c'est un jackpot économique assez important. Pour certains en tout cas. Pour ceux qui ont vu, alors allez voir, hein, ceux qui ne me croyaient pas, allez voir mes vidéos précédentes. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps, c'était pendant le confinement, euh, en pleine nature, hein. C'est la vidéo confinement en pleine nature. Où là j'étais en train de me balader dans la nature, j'ai fait la vidéo dehors. Et j'ai dit que pour moi, il me semblait évident que c'était les Américains qui étaient derrière. Il était évident pour moi que le virus avait été fait en laboratoire et que les Américains étaient derrière. Or, depuis cette vidéo, qu'est-ce qui est sorti? D'un côté, le professeur Montagnier, une sommité du monde médical, notamment de la recherche contre le sida, qui a non seulement, alors il a dit qu'il y avait un peu de sida dedans, bon ça je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il a dit qu'il est persuadé que ce virus a bien été fabriqué en laboratoire. Donc déjà, voilà, il n'y a pas n'importe qui me donne raison, de plus en plus de gens le disent, et même Trump aussi d'ailleurs. Et en plus, j'ai dit que c'était les Américains. Qu'est-ce qui est sorti aussi dernièrement et qui ressort de plus en plus dans les réseaux sociaux et même dans les médias maintenant, c'est l'application de Bill Gates. On a découvert que Bill Gates avait... euh, enfin, moi, j'avais pas découvert, j'avais déjà, je le savais déjà à ce moment-là, qu'il avait animé l'année dernière, hein, une conférence dans laquelle il parlait d'une épidémie, hein. Il faisait une simulation d'épidémie et il expliquait un petit peu bah, exactement le scénario qui arrivait aujourd'hui.
Bon, il avait juste exagéré le nombre de morts, mais en tout cas, le scénario était le même, hein, au niveau du déroulé, c'est exactement ce qui s'est passé, avec un virus qui venait d'Asie, etc., qui a contaminé le monde entier, avec effectivement dire, les principaux gouvernements qui se sont trouvés débordés. On a eu exactement, il a décrit le scénario qui s'est passé, quoi. Voilà, avec un an à l'avance. Donc pour moi, il y a deux choses. Soit Bill Gates est un génie de l'anticipation. Bon, on peut dire que c'est un mec intelligent quand même parce qu'il a réussi à faire fortune. Il a été un visionnaire sur certains aspects. Soit c'est carrément un voyant, quoi. Parce que moi, je pense surtout que voilà, je pense surtout que cette vidéo, enfin cette conférence prouve que Bill Gates a quelque chose à voir avec le, euh, cette pandémie. Alors, c'est pas une affirmation, c'est une intime conviction. Voilà, j'ai le droit d'avoir une intime conviction. En droit français d'ailleurs, ça existe. Voilà, j'ai une intime conviction que Bill Gates a quelque chose à voir avec cette pandémie. Et qu'il fait partie des gens qui sont à l'origine, mais attention, j'ai l'impression qu'il devient une sorte de bouc émissaire, que toute la cristallisation va sur lui. À mon avis, Bill Gates n'est pas tout seul à être l'origine de la pandémie. À mon avis, j'avais parlé de la CIA dans ma vidéo. Je pense que la CIA, il est fort possible qu'elle ait à voir là-dedans. Ça ressemble aux méthodes de la CIA. Maintenant, c'est peut-être pas la CIA, c'est peut-être. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il y a peut-être d'autres services secrets aussi d'autres pays. Plus on creuse aussi, on voit que les Français sont assez. En tout cas, certains Français sont assez impliqués dans l'affaire. Bon, voilà. Il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup de choses. On n'a pas de vérité absolue encore. Ça sortira un jour. J'en suis certain. On saura la vérité un jour. Mais en tout cas, la vérité, ah oui, elle est du côté de l'Amérique et on a déjà un nom avec Bill Gates. Voilà. Mais je pense que Bill Gates ne doit pas devenir le bouc émissaire de toute cette affaire parce que je pense pas qu'il soit le seul là-dedans et à la limite qu'il soit peut-être pas l'exécutant dans cette histoire. Il est peut-être commanditaire mais pas exécutant. Et encore, il est peut-être pas le seul commanditaire. Hein, il y a peut-être une sorte effectivement de complot et quand il y a complot, il y a plusieurs personnes. Hein. Il y a pas, c'est pas un savant fou tout seul dans son coin. Hein. Alors voilà pour mes prédictions qui se sont avérées vraies. Et moi, quelque part, ça me soulage un peu. Hein. On va dire que c'est le moment un peu narcissique. Mais c'est vrai que ça a été difficile, ça a été presque une souffrance de voir que. On a l'impression que le monde entier est contre soi. On a l'impression que le monde entier ne comprend pas et qu'on est seul à voir la vérité. Et maintenant, je suis content de voir que de plus en plus de gens sont de mon côté, sont effectivement sur cette ligne-là, et ça fait plaisir à voir. Maintenant, effectivement, les choses sortent, et je m'en réjouis, même si effectivement, c'est pas forcément réjouissant pour l'avenir. Parce que maintenant, je vais aller un petit peu à contre-courant de tous les optimistes, puisque on a une espèce comment dire, d'ambiance un peu optimiste qui essaye de se placer comme ça autour du déconfinement en disant voilà maintenant j'ai vu encore là il y a la tribune de Nicolas Hulot, il y a des personnalités comme ça qui essayent de nous dire construisons le monde d'après, toujours autour de l'écologie, vous savez, de plein de bien-pensance comme ça. Et on a l'impression, on dit voilà, comme si le déconfinement était quelque chose qui avait été bénéfique pour nous faire une introspection sur nous-mêmes et essayer de changer le monde. Ça, c'est du blabla, de l'utopisme béat, et ça cache en réalité toute la saloperie qui va arriver. Je vais vous dire, le pire est devant nous. Voilà. Et là, encore une fois, je reviens dans les prédictions. Maintenant, je fais les prévisions, pardon, pour les prochains mois. Alors, à long terme, ça sera difficile, mais à court terme. D'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de dire que allez voir la vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. C'était, je sais plus, c'était fin 2019 ou début 2020. C'était où j'annonçais justement, puisqu'on entrait dans une nouvelle décennie, je disais que dans les années 2020 allaient être des années des années terribles, des années où on allait avoir des bouleversements très importants. Je ne pensais pas que ça allait venir aussitôt, hein. Mais en tout cas, j'ai dit les années 2020 vont être des années terribles, terribles. On va avoir des bouleversements absolument terribles dans nos vies. Et il va y avoir un effondrement économique, ça je l'ai dit aussi dans la vidéo, et ça va venir. Et là, ce sont que les prémices. C'est-à-dire que cette situation qu'on a connue là, cette crise sanitaire, c'est de la gnognotte, c'est de la rigolade à côté de ce qui va arriver. Et là, préparez-vous bien. C'est-à-dire que là, ce qui va arriver à court terme, je peux vous le dire, à court terme,
Donc là, je vais essayer de m'engager sur des prévisions. Je pense que là, on va sortir lentement, c'est-à-dire l'économie va redémarrer très lentement, puisque ça va être très progressif, en France et en Europe, hein, dans les pays occidentaux. Ça va redémarrer très doucement, très doucement. Et puis, ça va s'accompagner d'une sorte d'état de grâce, je pense, pendant l'été. C'est-à-dire que l'été va se passer. On va peut-être avoir la possibilité de partir un peu en vacances, ça, j'en ai pas la certitude. Mais bon, que ce soit le cas ou pas, je pense qu'il y aura comme une sorte d'état de grâce, il y aura une sorte un peu d'ambiance semi-festive, on va dire, où on va se réjouir, on va dire, voyez, le gouvernement va dire, on a vaincu la maladie, on a réussi grâce à votre dévouement, vous vous êtes confinés, vous avez accepté, alors qu'en même temps, on nous traitait tous les jours parce qu'on nous disait qu'on n'était pas assez confinés. Enfin bref, bon, vraiment, on nous ferait vraiment comme des gosses avec des injonctions contradictoires. Hein, c'est exactement ce que disait Jean-Jacques Crèvecoeur dans la vidéo, la Thierry Casasnovas, où il parlait d'injonctions contradictoires. Pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos-là, je conseille d'aller voir la vidéo de Thierry Casasnovas avec. C'est le live, maintenant, vous pouvez le voir en replay, avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Et la vidéo aussi de Thierry Casasnovas avec Jean-Jacques Crèvecoeur, avec le docteur Tal Chaleur, et aussi Silvano Trotta, qui vraiment est génial. Hein. C'est des gens vraiment qui, eux, ont été porteurs de vérité pendant cette crise. Et donc, pour revenir voilà, à la crise, je pense que là, on va avoir une sorte d'état de grâce pendant l'été, ce qui fait que les gens vont oublier un petit peu, ils vont se dire, bon, voilà, c'est bien. On va baigner dans une sorte d'optimisme béant, on va dire, on va reconstruire un nouveau monde. Il va y avoir tout ce baratin là qui va se développer pendant l'été. Et puis, septembre, il va y avoir plusieurs choses. Déjà, il va y avoir une rentrée sociale très très agitée. Cette rentrée sociale très très agitée, qui va être une combinaison de CGT et Gilets jaunes. Hein. Il y a forte chance. À moins que la CGT arrive à être contrôlée par l'État, ce qui est possible. Mais les Gilets jaunes, ils ne seront pas contrôlés par l'État. Et peut-être que ça sous une autre forme que les Gilets jaunes. Hein. Il y aura une contestation sociale, je pense, assez importante. Et il y a une autre chose qui va arriver, c'est que je pense que dès le mois de novembre, on va voir réapparaître le virus. Le Covid-19 va réapparaître dès le mois de novembre. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Là, bon, là, c'est difficile de dire exactement comment le gouvernement va réagir. Ça, je peux pas, je suis pas dans leur tête, je peux pas non plus, voilà. Mais on peut essayer de penser logiquement et procéder par élimination. Imaginons, vous êtes au gouvernement, vous avez une tension qui monte, qui monte, qui monte, avec un risque de soulèvement de la population quand même assez important. Vu tout ce qu'il y a eu, les gens vont pas oublier pour les masques et tout ça, hein. Même s'il y a l'état de grâce, ils vont pas oublier. Hein. Enfin, quand je dis les gens, c'est une partie de la population, mais une partie qui n'est pas négligeable. Et face à ça, si le gouvernement sent que ça craint vraiment pour l'intégrité de l'État, on va dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et surtout pour leur place à eux, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? S'ils voient réapparaître le Covid-19 dès le mois de novembre, ils peuvent très bien remettre. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire si le virus revient en 2019 enfin, le 19, Covid-19 revient en fin 2020. Qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire la même chose? Se reconfiner? Se, euh, arrêter toute l'économie comme ça pendant 2, 3 mois ou plus? C'est une vraie question. Et je pense que là, ce qui peut se mettre en place, ça serait une sorte de mesure, encore une fois restrictive, toujours dans un but sanitaire, ou se cachant derrière un but sanitaire, qui vont faire que on va mettre en place des mesures de confinement, mais je ne pense pas qu'ils vont faire exactement la même chose, c'est-à-dire confiner pendant un temps indéterminé, qu'on repousse à chaque fois. Je pense que là, on va prendre en place des mesures qui ont été étudiées, hein, et qui je pense qui seront mises en place pour la prochaine fois, qui seront des mesures de confinement, d'alternance de périodes de confinement, déconfinement. C'est-à-dire, par exemple, on pourra, à partir du moment où le virus apparaît en novembre ou décembre, on pourra dire, bah là, on confine 2, 3 semaines, ensuite, on fait 2 semaines déconfinées, on reconfine 2, 3 semaines. Vous voyez, pendant tout l'hiver, ça pourrait être comme ça, hein, une espèce de jeu d'alternance entre des périodes de confinement, déconfinement, avec toujours des restrictions de circulation, etc. Enfin bref, toujours des restrictions, mais qui seront un petit peu réinventées par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, qui seront un peu mieux rodées. Et je pense aussi dans un but de mieux le faire accepter à la population. Parce que la population acceptera mieux si on leur dit vous allez juste confiner 2 semaines et puis après on vous laisse 2 semaines tranquilles, même s'il y aura quand même quelques restrictions. Mais déjà, effectivement, ça permettra à la population de mieux l'accepter. Voilà.
Et je pense on va avoir une nouvelle forme comme ça de restriction des libertés qui vont permettre du coup de casser la mobilisation qui pourrait être dangereuse pour le pouvoir. Je vois bien quelque chose comme ça. Voilà, je vois bien quelque chose comme ça. Et je vous dis une chose, si à ce moment-là les vaccins arrivent, parce qu'on nous prédit des vaccins pour... alors je peux, ils ne seront pas là parce qu'on nous prédit pour un an à peu près. Donc ça serait pour le printemps ou l'été prochain. Si effectivement on a des vaccins qui arrivent à ce moment-là, donc en 2021, pour moi ça serait une grosse arnaque. Ça serait une grosse arnaque parce que les spécialistes des virus, et de ce type de virus notamment, nous disent très bien qu'en réalité, bah, il n'y a pas besoin d'être spécialiste, il suffit de regarder l'historique des coronavirus, des virus qui réagissent, hein, qui ont un peu le même type que ce virus-là, notamment d'ailleurs le sida, parce qu'il paraît qu'il y a un peu de sida dedans. C'est des virus pour lesquels on ne trouve pas de vaccin en un an. Voilà. Des virus pour lesquels il peut se passer des années, bah, comme le sida, on n'a toujours pas trouvé de vaccin. Donc, je me dis, si on n'a pas trouvé de vaccin, comment on peut affirmer aujourd'hui qu'on aura un vaccin dans un an? Vous voyez, pour moi, ça me paraît totalement délirant. Et la question que je me pose, c'est, dans ce cas, si effectivement on a bien un vaccin qui apparaît dans un an, c'est qu'il y a une arnaque. Ça veut dire, il y a trois possibilités. Soit le vaccin est totalement bidon, c'est-à-dire qu'on va mettre de la flotte et qu'on va nous injecter de la flotte pour faire croire qu'on nous met un vaccin, il n'y aura rien. Ça, c'est le meilleur des cas, hein. Parce qu'il y a pire. Soit effectivement, il y a l'hypothèse que ce vaccin soit un poison, qui soit pire que le mal, et qui serait dans un but. Il y a des théories qui circulent là-dessus. Alors, je sais qu'on va dire que c'est des théories du complot, mais moi, je prends les hypothèses qui existent, hein, et qui circulent. Parce qu'il faut bien des hypothèses, il faut bien des raisons, il faut bien des mobiles, vous voyez. Et ici, le mobile pourrait être de tuer une partie de la population mondiale pour s'en débarrasser parce qu'elle coûte cher, parce que pour des tas de raisons, bref, parce qu'on est trop de monde, etc. Il y a un projet, on peut dire une forme de projet eugéniste derrière, qui pour moi semble d'ordre sataniste, hein, carrément, hein. Ou alors, ça pourrait être carrément, bah, toujours dans le même but, la fameuse puce, hein, développée par Bill Gates, hein. Il a dit lui-même d'ailleurs qu'il était prêt à développer ce genre de truc avec sa fondation, c'est-à-dire puisqu'il finance déjà des recherches sur le vaccin, c'est-à-dire des fameuses implantations de puces à travers le vaccin, qui fait qu'à un moment donné, ben, on serait pucé et donc traçable, hein, c'est-à-dire qu'on aura une puce qui donneront toutes les informations, toute notre géolocalisation en temps réel, et ça, effectivement, c'est la fin de la liberté, tout simplement. C'est la fin de la liberté. À partir du moment où vous avez une puce qui est dans votre organisme, c'est fini. Vous êtes un esclave avec une chaîne que vous ne pouvez pas enlever, hein. C'est pas comme, vous savez, les esclaves dans l'Antiquité, ils avaient une chaîne, ils pouvaient à un moment donné trouver une pierre et puis casser la chaîne, hein. Voilà, à force de taper dessus. Là, c'est pas possible, parce que là, la chaîne, elle est dans votre corps, hein. Donc vous pouvez rien faire, hein. C'est une fois que vous l'avez, c'est fini. Donc, effectivement, si, voilà, encore une fois, on est dans les hypothèses, hein, mais si c'est vrai, ça fait extrêmement peur. Mais dans tous les cas, il n'est pas possible que nous ayons un vaccin dans un an. Donc, si nous avons un vaccin dans un an, c'est une arnaque. C'est sûr et certain. Et donc, il ne faudra pas le prendre. Ça, c'est le conseil que je donne. Maintenant, effectivement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Parce que moi, je ne suis pas pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Je suis sur la responsabilité individuelle. Je vous rappelle que nous sommes des adultes responsables et on sait effectivement ce qu'on doit faire quand on a un certain niveau de conscience et qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe. Voilà. Et qu'on a ce que les anciens appelaient le pif. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur la question. C'est une vidéo un petit peu improvisée, j'ai pas fait de texte. J'espère qu'elle va pas être censurée par YouTube cette fois parce que j'ai parlé de Bill Gates, etc. Voilà. Mais encore une fois, je n'affirme rien, ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses, mais qui, pour moi, ne semblent pas si farfelues que ça, étant donné que l'intéressé lui-même en a parlé. Vous voyez, donc à partir de là, hein, c'est comme si vous aviez, par exemple, je sais pas, moi, vous avez des moutons, et puis à un moment donné, vous entendez un mec du village qui dit qu'il aime bien voler les moutons, bah, vous allez forcément le suspecter. Je veux dire, au moins le suspecter, vous n'allez pas le foutre en prison tout de suite, mais vous allez dire, Coco, j'ai deux, trois questions à te poser, quoi. Voilà. Donc c'est dire, c'est une réaction tout à fait normale et logique. Voilà, donc on peut arrêter là pour cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo où je vais parler d'un autre sujet un peu plus léger, on va dire, hein, puisque c'est pour changer un petit peu de ces questions. Enfin, léger, non pas forcément, mais les différents du Covid-19. Et puis, euh, et puis voilà, je vous donne rendez-vous. Donc, on essaiera de faire une prochaine vidéo après le déconfinement. Et peut-être qu'on parlera encore
de certains de ces sujets, notamment de cette fameuse, déjà de cette fameuse puce qu'on a déjà, qui est dans notre téléphone, et qui permet déjà de nous géolocaliser, voire même de nous écouter, hein, puisque là, c'est aussi, on peut apprendre des choses là-dessus. Voilà. Enfin, je vous invite à vous intéresser au sujet des vaccins, des puces, de la traçabilité avec le téléphone avant de télécharger cette fameuse appli qui est censée vous aider, mais qui en réalité va surtout vous fliquer. Hein, c'est l'objectif. Voilà, donc allez-y, hein, allez, intéressez-vous à cela avant de télécharger des choses qui pourraient restreindre vos libertés, plus que vous aider. Parce que vous savez, c'est pas une application sur le téléphone qui va vous soigner ou vous empêcher de tomber malade. Hein. C'est- Voilà, il faut le voir comme ça déjà. Hein. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.